Le 8 mai 1945, alors que les foules faisaient la fête à Londres, Paris et New York, l'Europe n'était pas un continent libéré. C'était un continent déchiré. Environ 70 millions de personnes vivaient dans les ruines du Troisième Reich, et parmi elles, entre 8 et 8,5 millions avaient appartenu au Parti national-socialiste. Si l'on ajoute à cela les membres du Front allemand du travail, de l'Organisation nationale pour le bien-être du peuple, des jeunesses hitlériennes, des ligues de femmes et de dizaines d'organisations affiliées, les estimations les plus prudentes font état de près de 45 millions d'Allemands impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'appareil du régime. La question que se posaient les Alliés était d'une simplicité brutale. Que faire de ces gens? Il n'y avait aucun précédent historique. Personne n'avait jamais tenté de démanteler une idéologie d'État qui avait pénétré jusqu'au moindre recoin d'une société moderne, l'école, l'hôpital, le tribunal, la caserne, l'usine. Tout avait fonctionné pendant 12 ans selon les règles du nazisme. Les juristes qui jugeraient les criminels avaient été formés selon ces mêmes règles. Les médecins qui soigneraient les survivants avaient travaillé dans ce système. Les policiers qui maintiendraient l'ordre étaient les mêmes qui l'avaient maintenu auparavant. Ce qui s'ensuivit ne fut pas seulement la justice, ce fut aussi l'ambition, le pragmatisme, l'hypocrisie et l'oubli. Et au milieu de tout cela, des millions de gens ordinaires tentèrent de survivre sur les ruines d'un monde qu'ils avaient eux-mêmes construit ou toléré, ou qu'ils n'avaient tout simplement pas su arrêter. La première difficulté était mathématique et elle était insurmontable. En septembre 1945, lorsque les officiers alliés commencèrent à distribuer le Fragebogen, le questionnaire de dénazification composé de 131 questions, ils se trouvèrent confrontés à un problème qu'aucun plan de guerre n'avait prévu avec suffisamment de sérieux. Les citoyens allemands devaient répondre sur leur appartenance au parti, leur grade, leurs fonctions, leur participation à des organisations paramilitaires, leur lien avec les camps de concentration, leurs revenus sous le régime. Le formulaire était un outil imposant sur le papier. Le problème était qu'il fallait le traiter pour plusieurs millions de personnes. Rien que dans la zone américaine, le général Lucius B. Clay a dû faire face à un afflux de 13 millions de questionnaires remplis. Son personnel était insuffisant, les traducteurs rares. Les tribunaux spéciaux, connus sous le nom de Spruchkammern, dépendaient en grande partie d'Allemands qui n'avaient pas été nazis, et dans l'Allemagne de 1945, trouver un nombre suffisant de ces personnes pour former des tribunaux opérationnels dans chaque ville et chaque village était une tâche qui frôlait l'impossible. Clay et ses conseillers comprirent quelque chose que les architectes du plan avaient négligé. Si elle était appliquée avec une rigueur mathématique, la dénazification paralyserait l'économie, viderait les hôpitaux, fermerait les tribunaux, arrêterait les trains et rendrait la reconstruction impossible. Il en aurait résulté un chaos absolu au cœur de l'Europe au moment même où les tensions avec l'Union soviétique commençaient à devenir la nouvelle priorité stratégique. L'écrivain Ernst von Salomon, arrêté par les Américains sans avoir jamais été membre du parti, a décrit l'arbitraire du système avec une précision que des décennies d'historiographie ultérieure n'ont pas réussi à surpasser. Il fut emprisonné dans différents camps pendant des mois. Sa compagne, d'origine juive Dottie, fut arrêtée avec lui. Aucune accusation formelle ne les attendait de l'autre côté. Seulement le soupçon, le formulaire et la routine d'un système dépassé par ses propres ambitions. L'écrivain a noté dans ses mémoires quelque chose qui résumait la confusion du moment. Lorsqu'il est arrivé dans les camps, il a trouvé des citoyens totalement étrangers au régime aux côtés de fonctionnaires de second rang du parti. Personne ne semblait savoir exactement qui avait été arrêté et pourquoi. Le camp d'internement de la Bavière américaine que Salomon décrit comptait aussi bien un historien de l'orchestre de Bayreuth, à qui les soldats avaient arraché son violon en chemin, qu'un homme de la localité de Kufstein qui avait été arrêté parce que, lors d'une conversation au café, il avait soutenu que la Pologne avait provoqué la guerre. Le sociologue Alexander Mitscherlich, qui a interrogé des centaines d'anciens prisonniers de guerre dans les années qui ont suivi, a mis en évidence un phénomène inquiétant. Les anciens soldats et fonctionnaires avaient tendance à se comparer aux victimes du nazisme. Ils se sentaient eux-mêmes persécutés. Il s'agissait d'un renversement psychologique que les Alliés n'avaient pas anticipé et qui révélait à quel point le régime avait pénétré profondément dans la conscience allemande.
Mais au-delà de la psychologie individuelle, le problème structurel était immense. La société allemande de 1945 ne disposait pas, dans ses réserves, d'une génération de juges, de médecins, d'ingénieurs, d'enseignants et de fonctionnaires n'ayant eu aucun contact avec l'appareil nazi. En Rhénanie du Nord-Westphalie, le nouvel État créé par les Britanniques en fusionnant deux régions sous leur contrôle, la proportion du personnel judiciaire maintenu en poste malgré son passé sous le Reich atteignait 96%. Ce n'était pas de la corruption, c'était du pragmatisme face au vide. Le matin du 20 novembre 1945, au palais de justice de Nuremberg, la salle du tribunal militaire international se remplit d'uniformes. À la barre, les hommes qui avaient bâti le Troisième Reich. Hermann Göring ayant perdu près de 30 kilos par rapport à ses années de splendeur. Rudolf Hess, lisant des romans de l'écrivain bavarois Ludwig Ganghofer, comme si la salle était une salle de lecture. Ribbentrop, le regard perdu. Keitel, raide comme une statue. Streicher, proférant des insultes. Speer, le ministre de l'Armement qui avait tout misé sur l'apparence de la contrition. Le procureur américain, le juge Robert H. Jackson, avait estimé dans son discours d'ouverture que 5,7 millions de Juifs avaient perdu la vie à la suite des ordres nazis. La plupart des accusés affirmèrent n'avoir rien su. Göring faisait exception. Il refusa de s'agenouiller. Lorsque le colonel Andrus, le geôlier américain, organisa l'humiliation formelle de lui ordonner de se dépouiller de ses médailles, Göring l'encaissa avec un calme qui exaspéra ses ravisseurs. À la barre, il devint le maître de la salle. Le journaliste John Dos Passos, qui couvrait le procès pour plusieurs publications américaines, le décrivit comme un ballon dégonflé, mais capable encore de dominer n'importe quel espace. Lorsque le procureur britannique, Sir David Maxwell Fyfe, lui fit remarquer sa responsabilité dans l'exécution de 50 aviateurs britanniques après la Grande Évasion, Göring se mit à transpirer pour la première fois. Tandis que les débats se succédèrent dans la salle, dans les cellules du palais de justice, les psychologues militaires américains Kelly et Gilbert prenaient note des réactions des accusés pendant les projections des films sur les camps. Funk fondit en larmes devant les images des fours crématoires. Hess les observait, fasciné. Frank s'effondra. Göring tenta de garder son sang-froid, déclarant que le film était incroyable, mais les images l'affectèrent. Plus tard, lorsque le commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, témoigna au sujet des chambres à gaz avec le même détachement qu'un fonctionnaire décrivant une procédure administrative, Göring se pencha vers l'amiral Raeder et murmura « Sans cette maudite histoire d'Auschwitz, nous pourrions monter une défense digne de ce nom. » Le verdict tomba le 1er octobre 1946, 12 condamnations à mort. Göring était le premier sur la liste. Dans la nuit du 15 octobre, tandis que l'échafaud était monté dans le gymnase du tribunal, les détenus pouvaient entendre les coups de marteau. Fritz Sauckel, le surintendant de la main-d'œuvre esclave, se mit à hurler. En l'absence de Göring, qui s'était suicidé avec une capsule de cyanure quelques heures plus tôt, Ribbentrop fut le premier à monter à l'échafaud. Le bourreau s'y prit mal. La corde l'étrangla pendant près de 21 minutes avant qu'il ne meure. Les corps furent photographiés, transportés dans une maison de la Heimannstrasse, dans le quartier de Soln à Munich, examinés par des équipes alliées et incinérés. Les cendres furent jetées dans le ruisseau Konvensbach, à 75 mètres de la maison. Dans le registre, Hermann Göring figurait sous le nom de Georg Munger. Julius Streicher, l'homme qui avait consacré sa vie à inciter à l'extermination des Juifs, reçut le nom d'Abraham Goldberg. Mais les 12 exécutés ne représentèrent pas la nation. Ils en constituaient la pointe. Et sous cette pointe se trouvait une immense pyramide de fonctionnaires de rang intermédiaire, de juges, de médecins, de policiers, de gardes, d'industriels, d'administrateurs, d'enseignants et de voisins qui avaient refait fonctionner le système. Avant que les grands dirigeants ne comparaissent à la barre, les Alliés devaient les capturer. Ce processus fut, dans de nombreux cas, aussi révélateur que les procès eux-mêmes. Himmler, l'architecte principal du système des camps et de l'Holocauste, ne se présenta jamais devant le tribunal. Après avoir été rejeté par Dönitz à Flensburg, il se déguisa en sergent de la police de campagne sous le nom de Heinrich Hitzinger, un homme qu'il avait lui-même fait exécuter pour défaitisme. Il se rasa la moustache et porta un cache-œil.
Les Britanniques l'ont arrêté lors d'un contrôle routier à mi-chemin entre Hambourg et Brême le 21 mai. Ils ne l'ont pas reconnu. Himmler a dû révéler sa propre identité car il croyait encore avoir quelque chose à offrir aux alliés occidentaux et voulait parler à Montgomery ou à Churchill. Au quartier général de la 2e armée à Barfeld, le docteur C.G.L. Wells l'examina et découvrit le flacon dans sa bouche. Himmler fut plus rapide et le brisa avec sa langue. Il mourut peu après 23 heures, le 23 mai. Il fut enterré dans une tombe anonyme dans la lande de Lunebourg. Göring, en revanche, crut jusqu'à la fin qu'il pouvait négocier. Le 7 mai, les forces américaines du général de brigade Robert Stack convergeaient vers les zones où il était censé se trouver autour de Motterndorf en Autriche. Ils le trouvèrent coincé dans les embouteillages de Heu-la-Retraite, dans une voiture chargée de ses valises en cuir portant ses initiales. 2 jours plus tard, il posait pour les photographes à Kitzbühel. Selon certains témoignages, il aurait été vu sur le balcon de l'hôtel Grand, une coupe de champagne à la main, en train de discuter avec des officiers américains. Au début, les Américains le traitèrent avec une relative courtoisie, lors de réunions informelles où ils l'encourageaient à parler des autres dirigeants nazis. Ils découvrirent que Göring possédait une remarquable capacité d'analyse psychologique de ses anciens camarades. Il décrivait Hitler comme quelqu'un d'étroit d'esprit et Ribbentrop comme un scélérat. Dönitz l'irritait, Speer aussi. Lorsqu'il fut transféré dans les cachots de Nuremberg et qu'on lui attribua un avocat de la défense parmi une liste de 206 juristes allemands, dont 136 avaient été membres du parti et 10 des SS, Göring choisit l'avocat spécialisé en brevets Otto Stammer et commença à se préparer pour le plus grand rôle de sa vie. L'architecte Albert Speer prit la décision inverse. Son conseiller juridique, le petit berlinois Hans Flexner, lui donna des instructions précises, ne pas en faire trop. Les Alliés avaient déjà décidé qu'il s'agissait d'un criminel mineur. Il ne devait pas leur donner de raison de revenir sur leur décision. Speer se montra contrit, admit avoir une connaissance générale du régime du travail forcé et se présenta comme le technocrate qui avait été trop occupé pour observer ce qui se passait autour de lui. La stratégie fonctionna. Il fut condamné à 20 ans de prison à Spandau, tandis que d'autres furent condamnés à la pendaison. L'inventeur du concept de « crime contre l'humanité » en tant que catégorie juridique internationale fut le juriste juif polonais Hersch Lauterpacht, qui travailla avec l'équipe britannique chargée de l'accusation. L'inclusion de cette catégorie dans le statut de Nuremberg constituait une innovation radicale. Pour la première fois dans l'histoire, un État pouvait être jugé non seulement pour ce qu'il faisait à d'autres États, mais aussi pour ce qu'il faisait à ses propres citoyens. C'était la base juridique sur laquelle allait se construire des décennies plus tard la Cour pénale internationale. Après le grand procès de Nuremberg vinrent ce que les historiens appellent les procès secondaires, 12 procès supplémentaires menés exclusivement par les Américains, au cours desquels 185 personnes comparurent devant autant de tribunaux. Des médecins qui avaient mené des expériences sur des êtres humains, le haut commandement des Einsatzgruppen, ces escadrons de la mort qui avaient assassiné des centaines de milliers de Juifs à l'Est, les dirigeants d'I.G. Farben, les membres du pouvoir judiciaire du Troisième Reich, les diplomates du ministère des Affaires étrangères. Otto Ollendorf, commandant de l'Einsatzgruppe D, avait témoigné lors du premier procès de Nuremberg avec un sang-froid clinique qui avait laissé les personnes présentes sans voix. Il décrivit les méthodes d'extermination massive, la logistique consistant à rassembler les victimes sous prétexte d'une réinstallation, le transport vers des fosses creusées à 10 km du village, les fusillades. Il déclara que les familles étaient assassinées ensemble pour leur épargner l'angoisse de savoir ce qui était arrivé à l'autre. Il se présenta comme un homme qui avait obéi aux ordres avec répugnance. L'avocat britannique Reginald Paget, qui défendrait plus tard le maréchal Erich von Manstein, a analysé les chiffres avec scepticisme. Ollendorf affirmait avoir nettoyé toute le Crimée de sa population juive avec un petit groupe d'environ 500 hommes. Les calculs de Paget suggéraient que la logistique de chargement, de transport et d'exécution décrite par Ollendorf n'aurait pas pu produire les chiffres qu'il attribuait lui-même à son unité. Mais cette objection ne changeait rien à la nature du crime. Ollendorf fut pendu à Landsberg am Lech en juin 1951.
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, héritier de l'empire industriel qui avait recouru à la main-d'œuvre esclave à l'échelle industrielle, fut condamné à 12 ans de prison et à la confiscation de ses biens en 1947. Il fut libéré en 1951. Au milieu de la même décennie, il était de nouveau l'un des industriels les plus puissants d'Europe occidentale. Le procès des dirigeants de Krupp a révélé un élément qui a mis les procureurs américains dans l'embarras. Le droit international en vigueur au moment des faits ne tenait pas un industriel pour responsable de ce qu'il advenait de la main-d'œuvre que l'État lui attribuait. Les procureurs ont dû s'appuyer sur une interprétation extensive des crimes de guerre que de nombreux juristes ont contestés. L'avocat et futur président fédéral allemand Richard von Weizsäcker a défendu son père Ernst von Weizsäcker lors du procès contre les diplomates. Ernst avait été secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères pendant la guerre. Les procureurs américains l'ont accusé d'avoir facilité la déportation des Juifs français. La défense a fait valoir qu'il avait tenté de l'empêcher, que ses mémos internes démontraient son opposition au régime. Il a néanmoins été condamné à 7 ans de prison. Un juge a exprimé son désaccord et a demandé son acquittement. Le haut-commissaire américain John McCloy l'a libéré 2 ans après l'exécution de sa peine. Le procès de Nuremberg a établi quelque chose qui dépassait le cadre des procès eux-mêmes. La doctrine de la responsabilité individuelle devant le droit international. Un officier pouvait refuser d'exécuter un ordre criminel. L'obéissance n'était pas une excuse, c'était une rupture radicale avec des siècles de droit militaire. Et c'était aussi, inévitablement, une règle que les Alliés eux-mêmes n'appliqueraient qu'aux vaincus. La loi pour la libération du national-socialisme et du militarisme fut promulguée dans la zone américaine le 5 mars 1946. Elle établissait 5 catégories pour classer ceux qui avaient fait partie du régime. La première était celle des principaux responsables, nazis condamnés, criminels de guerre, bénéficiaires directs du régime. La deuxième catégorie comprenait les délinquants actifs. La troisième, les délinquants mineurs. La quatrième, les partisans. Des membres du parti qui n'avaient pas commis de crimes spécifiques mais avaient soutenu le système. Et la cinquième catégorie, enfin, était celle des personnes disculpées, des personnes qui étaient restées formellement au sein du régime mais pouvaient prouver qu'elles l'avaient fait sans enthousiasme ou qu'elles avaient agi contre leurs intérêts. La cinquième catégorie devint rapidement celle du salut de masse. Le fonctionnement des Spruchkammern reposait en grande partie sur des certificats de bonne conduite, les Persilschein, du nom de la marque de lessive en poudre persil. Un Persilschein était un certificat d'innocence politique. Le problème était que tout le monde en avait besoin et que le réseau de témoignages mutuels qui s'était tissé était presque impossible à vérifier. L'écrivain Ernst von Salomon, qui a connu le système de l'intérieur pendant ses mois d'internement, l'a décrit avec amertume. Les nazis les plus notoires obtenaient les meilleurs témoignages, tandis que des personnes sans aucun poste de responsabilité croupissaient dans les camps en attendant que quelqu'un daigne signer le bon document. Le processus de dénazification a également donné lieu à un phénomène curieux que les Américains ont appelé l'effet « escalier de secours ». Les cas les plus urgents et les plus visibles étaient traités en premier, tandis que les plus complexes s'empilaient dans les archives. Au moment où les Spruchkammern en sont arrivés au cas de rang intermédiaire, les fonctionnaires régionaux, les directeurs d'usines qui avaient supervisé le travail forcé, les médecins qui avaient signé des certificats frauduleux, la pression politique pour clore le processus était déjà insupportable. L'émergence de la guerre froide signifiait que l'Allemagne de l'Ouest devait être un allié fonctionnel et non une société en perpétuel jugement. Le romancier Böll a su saisir cette atmosphère dans ses nouvelles de l'après-guerre. Un personnage revient de captivité, regarde autour de lui et constate que ceux qui avaient été le plus clairement lésés par le régime, les opposants, les persécutés, vivaient toujours dans la misère, tandis que ceux qui avaient prospéré sous le Reich trouvèrent le moyen de se réinsérer avec une certaine élégance. Il ne s'agissait pas nécessairement de corruption active. C'était le sédiment naturel d'une société qui avait un besoin urgent de croire que le passé était révolu et que le présent était gérable. En 1948, les Américains avaient traité un peu plus de 3 millions de cas. Seules 1549 personnes avaient été classées dans la première catégorie. Environ 22 000 avaient été classés dans la deuxième.
La grande majorité, soit plus de 2 millions de personnes, avaient été classées comme sympathisants, avec des sanctions mineures ou directement innocentés. La politique de dénazification a été officiellement close le 8 mai 1948, exactement 3 ans après la fin de la guerre. Tandis que les Spruchkammern traitaient les dossiers, les camps d'internement fonctionnaient selon des règles différentes. Les Américains avaient établi ce qu'ils appelaient des zones de concentration le long du Rhin. Au printemps 1945, alors que la guerre faisait encore rage sur certains fronts, les soldats et la population civile capturée étaient poussés vers de vastes étendues de terrain sur les rives du Rhin sans tentes, sans infrastructures sanitaires, avec des rations insuffisantes. Les mois d'avril et mai 1945 furent exceptionnellement froids et pluvieux. Les prisonniers dormaient dans la boue. Beaucoup creusaient des trous à l'aide de boîtes de conserve vides pour se trouver un abri. Les trous s'effondraient pendant la nuit. Le camp de Rheinberg, l'un des plus grands, a accueilli jusqu'à 90 000 hommes à son plein régime. Celui de Budrik en comptait 77 000. Si l'on additionne les 12 camps établis entre le Rhin et la Nahe, le nombre total de détenus a dépassé à un moment donné le million de personnes. Les chiffres officiels américains concernant les décès dans ces camps font état d'environ 6 000 morts jusqu'en juillet 1945. Les estimations allemandes s'élèvent à 32 000. Des recherches menées après la découverte de fosses communes à l'intérieur du périmètre de certains de ces camps portent le chiffre total à environ 40 000 morts. L'écrivain John Dos Passos, qui a visité ces camps pour le compte de plusieurs publications américaines, est arrivé à la conclusion que les Allemands étaient systématiquement privés de nourriture. Ces articles ont provoqué un profond malaise à Washington, mais n'ont pas immédiatement changé la politique. La logique de l'occupation était en quelque sorte l'inverse de la logique humanitaire. L'afflux de ressources destinées aux prisonniers allemands dépendait du fait que les Alliés n'en aient pas besoin à d'autres fins. En 1945, les autres fins ne manquaient pas. Les camps britanniques affichaient des chiffres nettement meilleurs. 1254 décès recensés parmi les prisonniers allemands sur le sol britannique. Le nombre d'Allemands travaillant comme prisonniers en Grande-Bretagne a atteint son pic au troisième trimestre 1946. Près de 400 000 hommes répartis dans quelques 600 camps. Beaucoup travaillaient dans des fermes du nord de l'Angleterre et d'Écosse. Le traitement que leur réservait la population civile anglaise surprit les prisonniers eux-mêmes. Kurt Glaser, l'un de ces hommes, se souvenait qu'un vieil homme à Nottingham s'était approché de lui pendant une promenade et lui avait glissé un florin dans la main, sans dire un mot. La vie dans les camps britanniques avait une dimension culturelle. Charlotte von der Schulenburg, qui s'était enfuie de Mecklembourg et s'était retrouvée dans un camp de Holstein, décrivait les activités qui se développaient parmi la foule des prisonniers. Des groupes musicaux jouant dans les granges, des pièces de théâtre jouées dans les hangars, des poètes lisant leurs textes à des centaines de soldats capturés, tantôt sous un arbre, tantôt debout sur le tas de fumier de l'enclos. C'était la culture comme forme de dignité face à l'effondrement total. Le contraste le plus brutal venait de la zone française. Les statistiques officielles font état de 20 et 1 886 morts allemands en captivité française, bien que le chiffre réel puisse être plus élevé. Dans un camp de la région de la Sarthe, la ration quotidienne était de 900 calories, alors que le minimum pour survivre était estimé à 2000. À l'hôpital du camp, 12 prisonniers mouraient en moyenne chaque jour. Les journalistes français qui ont visité les camps les ont comparés dans leurs articles à Buchenwald. Le magazine Le Figaro est allé jusqu'à écrire « Ces horreurs ne devraient pas devenir le sujet d'une compétition sportive dans laquelle nous nous efforçons de surpasser les nazis. » Tandis que les Spruchkammern traitaient les dossiers, les camps d'internement fonctionnaient selon des règles différentes. Les Américains avaient établi ce qu'ils appelaient des zones de concentration le long du Rhin. Au printemps 1945, alors que la guerre faisait encore rage sur certains fronts, les soldats et la population civile capturée étaient poussés vers de vastes étendues de terrain sur les rives du Rhin sans tentes, sans infrastructures sanitaires, avec des rations insuffisantes. Les mois d'avril et mai 1945 furent exceptionnellement froids et pluvieux. Les prisonniers dormaient dans la boue.
Beaucoup creusaient des trous à l'aide de boîtes de conserve vides pour se trouver un abri. Les trous s'effondraient pendant la nuit. Le camp de Rheinberg, l'un des plus grands, a accueilli jusqu'à 90 000 hommes à son plein régime. Celui de Budrik en comptait 77 000. Si l'on additionne les 12 camps établis entre le Rhin et la Nahe, le nombre total de détenus a dépassé à un moment donné le million de personnes. Les chiffres officiels américains concernant les décès dans ces camps font état d'environ 6 000 morts jusqu'en juillet 1945. Les estimations allemandes s'élèvent à 32 000. Des recherches menées après la découverte de fosses communes à l'intérieur du périmètre de certains de ces camps portent le chiffre total à environ 40 000 morts. L'écrivain John Dos Passos, qui a visité ces camps pour le compte de plusieurs publications américaines, est arrivé à la conclusion que les Allemands étaient systématiquement privés de nourriture. Ces articles ont provoqué un profond malaise à Washington, mais n'ont pas immédiatement changé la politique. La logique de l'occupation était en quelque sorte l'inverse de la logique humanitaire. L'afflux de ressources destinées aux prisonniers allemands dépendait du fait que les Alliés n'en aient pas besoin à d'autres fins. En 1945, les autres fins ne manquaient pas. Les camps britanniques affichaient des chiffres nettement meilleurs. 1254 décès recensés parmi les prisonniers allemands sur le sol britannique. Le nombre d'Allemands travaillant comme prisonniers en Grande-Bretagne a atteint son pic au troisième trimestre 1946. Près de 400 000 hommes répartis dans quelques 600 camps. Beaucoup travaillaient dans des fermes du nord de l'Angleterre et d'Écosse. Le traitement que leur réservait la population civile anglaise surprit les prisonniers eux-mêmes. Kurt Glaser, l'un de ces hommes, se souvenait qu'un vieil homme à Nottingham s'était approché de lui pendant une promenade et lui avait glissé un florin dans la main, sans dire un mot. La vie dans les camps britanniques avait une dimension culturelle. Charlotte von der Schulenburg, qui s'était enfuie de Mecklembourg et s'était retrouvée dans un camp de Holstein, décrivait les activités qui se développaient parmi la foule des prisonniers. Des groupes musicaux jouant dans les granges, des pièces de théâtre jouées dans les hangars, des poètes lisant leurs textes à des centaines de soldats capturés, tantôt sous un arbre, tantôt debout sur le tas de fumier de l'enclos. C'était la culture comme forme de dignité face à l'effondrement total. Le contraste le plus brutal venait de la zone française. Les statistiques officielles font état de 20 et 1 886 morts allemands en captivité française, bien que le chiffre réel puisse être plus élevé. Dans un camp de la région de la Sarthe, la ration quotidienne était de 900 calories, alors que le minimum pour survivre était estimé à 2000. À l'hôpital du camp, 12 prisonniers mouraient en moyenne chaque jour. Les journalistes français qui ont visité les camps les ont comparés dans leurs articles à Buchenwald. Le magazine Le Figaro est allé jusqu'à écrire « Ces horreurs ne devraient pas devenir le sujet d'une compétition sportive dans laquelle nous nous efforçons de surpasser les nazis. » Il y a un élément que le débat sur la dénazification a tendance à reléguer au second plan, le froid. L'hiver 1946 à 1947 fut sans doute le plus rigoureux que l'Europe centrale ait connu depuis plusieurs générations. À Cologne, on compta 64 jours entre décembre et mars où la température était inférieure à 0 à 8 heures du matin. Près de Francfort, la neige a recouvert le sol jusqu'en mars. À Berlin, les thermomètres ont affiché jusqu'à moins 18 degrés en janvier 1947. Les canalisations éclataient. Les Berlinois se rendaient dans les bois du Grunewald avec des roues de prairie et des brouettes pour ramasser du bois de chauffage. L'électricité était coupée 8 à 10 heures par jour. Certaines familles brûlaient leurs derniers meubles. Dans ce contexte, la question de savoir si un fonctionnaire de second rang du parti méritait d'être privé de son emploi prenait une autre dimension. L'écrivain Karl Zuckmayer, qui a voyagé cet hiver-là à travers l'Allemagne en tant qu'envoyé culturel du gouvernement américain, a décrit des personnes dans les caves d'immeubles à moitié détruits, dont la seule source de chaleur était un poêle à charbon capable de chauffer un côté de la pièce, mais pas l'autre, portant leur manteau toute la journée, les doigts trop engourdis pour tenir un crayon. Dans ces conditions, l'urgence morale de poursuivre d'anciens fonctionnaires de rang subalterne s'évanouissait face à l'urgence physique de survivre. À Nuremberg, alors que l'hiver faisait rage dehors, les 7 condamnés de Spandau ressentaient eux aussi le froid.
Albert Speer nota dans ses journaux secrets que le jour de Noël 1946, alors que les thermomètres affichèrent bien en dessous de 0 à L, l'amiral Dönitz lui offrit une saucisse et Baldur von Schirach lui tendit un morceau de lard, car aucun d'entre eux n'avait reçu de provisions de chez eux. Le prêtre américain leur donna des cigarettes et du chocolat. Dehors, dans les villes, les cours de musique dans les conservatoires étaient suspendus car il n'y avait pas de combustible pour chauffer les salles de classe. L'inflation du Reichsmark avait détruit toute valeur de l'argent. À Berlin, un paquet de lessive en poudre américaine coûtait 50 marks, $1 valait 600 marks. L'économie réelle fonctionnait avec des cigarettes américaines comme monnaie. Sur le Rhin, Elena Skrejabina, une Russe qui avait été contrainte de travailler dans des usines allemandes pendant la guerre et qui restait à Coblence sous occupation française, nota dans ses mémoires qu'elle avait vu quelqu'un acheter un camion en échange d'une valise remplie de cigarettes. C'était le niveau d'effondrement auquel se prenaient les décisions concernant le passé. Le marché noir qui s'épanouit dans ce contexte fut le premier laboratoire de reconstruction de l'identité sociale allemande. Sur les étals improvisés de la gare Zoe de Berlin se côtoyaient d'anciens officiers sans emploi, des déplacés de l'Est, des femmes échangeant des bijoux hérités contre des pommes de terre, ainsi que d'anciens fonctionnaires du parti qui avaient eu la précaution d'enterrer dans leur jardin suffisamment de provisions pour tenir l'hiver. La survie effaçait les distinctions morales que le processus de dénazification tentait de maintenir. En 1949, lorsque le nouveau gouvernement de la République fédérale d'Allemagne prit le pouvoir à Bonn, le chancelier Konrad Adenauer prit une décision qui allait définir le caractère moral de la démocratie ouest-allemande pendant des décennies. Hans Globke, son secrétaire d'État, avait été l'un des principaux juristes à avoir commenté et facilité l'adoption des lois de Nuremberg de 1935, celles qui privaient les Juifs de leur citoyenneté. C'était un technocrate brillant. Il connaissait les rouages de l'État. Adenauer avait besoin de lui. Ce n'était pas un cas isolé. Des enquêtes ultérieures révéleront qu'environ 80% des juristes nazis ayant servi dans le système du Troisième Reich reprirent du service dans les tribunaux et les ministères de la République fédérale. 72 anciens juges et procureurs du tribunal du peuple, le tristement célèbre Volksgerichtshof, où Roland Freisler avait condamné à mort des milliers de personnes, reprirent leurs fonctions dans la Nouvelle-Allemagne. Certains sont restés en activité jusque dans les années 1970. Dans le Land de Bade-Württemberg, 96% du personnel judiciaire ayant servi sous le régime nazi a été conservé par le nouvel État. Adenauer lui-même justifia cette décision par un argument que son gouvernement allait répéter sous différentes formes pendant des années. L'Allemagne avait besoin de se reconstruire. Pour se reconstruire, elle avait besoin de personnes expérimentées et formées. Pour trouver des personnes expérimentées et formées dans l'Allemagne de 1945, on tombait inévitablement sur celles qui avaient acquis cette expérience et cette formation sous le nazisme. C'était un argument qui avait une certaine logique administrative et qui reposait sur une dette morale inéluctable envers les morts. La Cour suprême de l'Allemagne de l'Ouest n'a condamné aucun juge ou procureur nazi, pas un seul. La défense était toujours la même. Ils appliquaient la loi telle qu'elle existait à l'époque. En dehors de l'appareil judiciaire, la continuité était similaire dans d'autres domaines. Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale a recruté de nombreux diplomates qui avaient servi sous Ribbentrop, y compris certains qui avaient signé des documents facilitant les déportations. Le service d'information du gouvernement fédéral à Bonn a engagé des journalistes qui avaient travaillé dans l'appareil de propagande de Goebbels. Des médecins qui avaient participé à des expériences sur des prisonniers ont repris leurs consultations. Seuls quelques-uns ont finalement été poursuivis, généralement des décennies plus tard. L'industrie pharmaceutique allemande a fourni l'un des cas les plus illustratifs. Le conglomérat IG Farben, qui avait produit le Zyklon B utilisé dans les chambres à gaz et avait recouru au travail forcé dans ses installations près d'Auschwitz, a été dissous par ordre des Alliés en 3 entreprises successeurs, BASF Bayer et Hoechst. Plusieurs de ses dirigeants avaient été condamnés à Nuremberg. La plupart ont été libérés avant d'avoir purgé leur peine. En 1952, certains avaient déjà repris des postes de direction dans les entreprises qui leur avaient succédé. Tous n'ont pas attendu que les tribunaux décident de leur sort.
La légende populaire entourant l'organisation d'anciens SS connus sous le nom d'Odessa a été amplifiée et déformée par des décennies de romans d'espionnage et de films. Mais le cœur du phénomène était bien réel. Ce qui a existé avec le plus de certitude, ce sont les ratlines, des réseaux d'évasion qui reliaient les fugitifs nazis à des destinations en Argentine, au Brésil, au Chili, au Paraguay, en Bolivie, en Espagne, en Italie et au Proche-Orient. Ces réseaux fonctionnaient grâce à une combinaison de contacts ecclésiastiques. Certains évêques et prêtres, notamment en Italie, ont fourni de faux papiers d'identité, d'organisations humanitaires infiltrées et de réseaux de complicité au sein des services de renseignement alliés qui, dès 1946 et 1947, commençaient à accorder plus de valeur à certains experts du régime qu'à la poursuite de leurs crimes. L'évêque croate Alojije Stepinac et le réseau dit du « couloir des rats » traversant l'Italie et l'Espagne ont permis le passage de centaines de criminels de guerre. Le prêtre autrichien Alois Udal, recteur de l'Institut pontifical teutonique de Santa Maria dell'Anima à Rome, a lui-même attesté avoir aidé plusieurs anciens SS à obtenir des passeports de la Croix-Rouge internationale pour émigrer. Il ne l'a pas fait en secret, il considérait que c'était son devoir chrétien. Le plus emblématique de ces fugitifs fut Adolf Eichmann, le fonctionnaire qui avait dirigé la logistique de l'Holocauste. Il s'est enfui en Argentine en 1950 sous le nom de Ricardo Clément. Il a vécu à Buenos Aires, a travaillé dans une usine de Mercedes-Benz et a élevé sa famille dans le quartier ouvrier de San Fernando. Le Mossad israélien l'a capturé le 11 mai 1960 et l'a fait monter à bord d'un avion commercial à destination d'Israël, sous sédatifs et déguisé en membre de l'équipage. Il a été jugé à Jérusalem, condamné et exécuté le 1er juin 1962. Son procès a été en partie retransmis à la radio dans le monde entier et a marqué un tournant dans la prise de conscience publique de l'Holocauste. Joseph Mengele, le médecin de la rampe d'Auschwitz, arriva lui aussi en Argentine. Il s'enfuit ensuite au Paraguay, puis au Brésil, où il se noya sur une plage de Sao Paulo en 1979. Il ne fut jamais capturé par elle. Une équipe du centre Simon Wiesenthal avait été sur le point de le localiser à plusieurs reprises. Ses restes ne furent identifiés avec certitude qu'après l'exhumation de la tombe où il était enterré sous un faux nom. Franz Stangl, commandant du camp d'extermination de Treblinka, a été arrêté au Brésil en 1967 grâce à une enquête de Simon Wiesenthal. Extradé vers l'Allemagne de l'Ouest, il a été condamné à la prison à perpétuité en 1970. Il est mort d'une insuffisance cardiaque 6 mois après le prononcé de la sentence. Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon, responsable de la torture et de la déportation de centaines de personnes, dont 44 enfants juifs déportés depuis le foyer d'Isieux en avril 1944, a vécu en Bolivie pendant des décennies sous le nom de Klaus Altmann et a travaillé comme conseiller pour plusieurs gouvernements boliviens successifs. Il a été extradé vers la France en 1983, en partie grâce au travail du journaliste d'investigation Serge Klarsfeld. Il est mort en prison à Lyon en 1991. Ce qui rend le phénomène des ratlines particulièrement troublant, c'est qu'elles n'ont pas fonctionné uniquement en raison de la négligence des Alliés. Dans certains cas, elles ont bénéficié de leur complicité active. Les services de renseignement militaires américains, le CIC, ont protégé plusieurs anciens SS après la guerre en échange d'informations sur l'Union soviétique. L'un des cas les mieux documentés est celui du général SS Karl Wolff, qui avait supervisé la déportation des Juifs italiens et fut protégé par les Américains pendant des années, en partie en raison de son rôle dans les négociations de capitulation dans le nord de l'Italie en 1945. Il ne fut condamné qu'en 1964. Au printemps 1945, alors que les forces américaines traversaient la Bavière, un groupe de scientifiques du complexe de fusées de Peenemünde se rendit volontairement dans le village de Reutte, en Autriche. Werner von Braun, le chef du programme de fusée V2, arriva en fauteuil roulant, un bras dans le plâtre à la suite d'un accident de voiture. Il était accompagné de plus d'une centaine d'ingénieurs et de techniciens. Von Braun était membre du parti nazi et avait porté le grade de Sturmbannführer dans les SS. Les fusées Pfaff 2 qu'il avait conçues avaient été fabriquées par des milliers de prisonniers dans le camp souterrain de Mittelbau-Dora, où les conditions de travail ont tué plus de personnes que les explosions des missiles elles-mêmes.
On estime qu'entre 12 000 et 20 000 travailleurs sont morts dans ce complexe au cours des 2 années de production. Les Américains l'ont néanmoins recruté. L'opération Paperclip, autorisée par le président Truman en 1946, a permis aux États-Unis d'accueillir plus de 1600 scientifiques, ingénieurs et techniciens allemands, ainsi que leurs familles. Le passé nazi de bon nombre d'entre eux a été délibérément dissimulé ou minimisé dans les rapports du département d'État afin de faciliter leur entrée légale dans le pays. Von Braun a conçu la fusée Saturn V qui a emmené l'homme sur la Lune en 1969. Dans les archives de la NASA, son nom figure aux côtés de ceux des astronautes dans les registres d'honneur de la mission Apollo. Le camp de Mittelbau-Dora n'apparaît pas dans les brochures commémoratives du programme spatial américain. Les Soviétiques ont fait exactement la même chose, bien qu'avec moins d'élégance et davantage de coercition directe. En octobre 1946, 2 jours après des élections au cours desquelles le Parti socialiste unifié de avait subi une sévère défaite électorale à Berlin, des soldats soviétiques se sont présentés à l'aube au domicile de milliers d'ingénieurs et de techniciens des usines de la zone soviétique. L'ordre était simple. Ils avaient 5 minutes pour faire leurs valises. 92 trains spéciaux les ont transportés, avec leurs familles, vers des installations en Union soviétique. Certains sont revenus en 1953. D'autres sont restés jusqu'en 1958, l'année où le premier Spoutnik est entré en orbite. Les ingénieurs allemands ont été les pères spirituels des 2 programmes de missiles, américains et soviétiques. Dans les années qui ont suivi la guerre, l'Autriche a construit l'un des édifices de fiction historique les plus solides du XXe siècle. La déclaration de Moscou d'octobre 1943 avait défini l'Autriche comme la première victime de l'agression nazie. C'était une formulation politiquement commode pour les Alliés, qui avaient besoin de faire la distinction entre les Allemands, l'ennemi, et les Autrichiens, dont le rétablissement présentait un intérêt stratégique. Mais elle était historiquement truffée de mensonges. Adolf Hitler était autrichien. Ernst Kaltenbrunner, le chef de la SD qui a remplacé Heydrich, était autrichien. Adolf Eichmann était autrichien. Bon nombre des commandants des camps d'extermination les plus efficaces étaient autrichiens. Environ 8% des membres du parti nazi étaient autrichiens, alors que l'Autriche représentait moins de 9% de la population du Grand Reich. Le pourcentage d'Autrichiens parmi les exécutants de l'Holocauste était disproportionné par rapport à leur poids démographique, mais la fiction de la victime convenait à tout le monde. Aux Alliés, car elle simplifiait la gestion politique de l'après-guerre. Aux Autrichiens, car elle leur permettait de gérer le passé sans y faire face. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations Unies de 1972 à 1981 et président de l'Autriche de 1986 à 1992, avait servi comme officier du renseignement de l'armée allemande dans les Balkans pendant la guerre. Les enquêtes menées pendant sa campagne présidentielle de 1986 ont révélé qu'il avait été présent dans la région alors que des déportations massives et des représailles contre des civils étaient menées sous le commandement de son unité. Il n'y a aucune preuve qu'il ait directement ordonné un quelconque crime, mais ses mémoires de guerre avaient omis ces années avec une précision qui ne pouvait être que délibérée. Waldheim l'a lui-même admis, il avait fait ce que faisait n'importe quel officier. Cette phrase a suscité des réactions opposées dans différents pays. En Autriche, elle l'a aidé à remporter les élections. Le gouvernement américain a inscrit Waldheim sur la liste des personnes interdites d'entrer sur le territoire américain. C'était la première fois qu'un chef d'État en exercice recevait cette distinction. La controverse Waldheim a contraint l'Autriche à entamer un processus de réflexion historique qui était en suspens depuis 40 ans. En 1991, le chancelier Franz Vranitzky a reconnu publiquement la corresponsabilité de l'Autriche dans les crimes du nazisme. C'était la première fois qu'un dirigeant autrichien faisait un tel aveu. L'historienne Ruth Beckermann a tourné entre 1986 et 1988 un documentaire, Jenseits des Krieg, au-delà de la guerre, dans lequel elle interviewait des vétérans autrichiens lors d'une exposition sur le TE, les crimes de la Wehrmacht à Vienne. Une grande partie de ce qu'ils ont dit était incroyable, non pas à cause de ce qu'ils révélaient, mais à cause de la normalité avec laquelle ils le disaient. Un homme décrivait des fusillades de civils en Grèce comme s'il racontait les détails d'une partie de chasse. Un autre expliquait que, pendant la guerre, tout peut arriver.
Personne ne semblait éprouver de culpabilité. Le passé avait été si parfaitement archivé qu'il n'existait plus en tant qu'expérience émotionnelle. L'écrivain Karl Zuckmayer a passé l'hiver 1946 à 1947 à parcourir l'Allemagne en tant qu'envoyé culturel du gouvernement américain. Il a découvert un pays qui avait développé une extraordinaire capacité à l'oubli actif. À Munich, il rencontra une jeune femme à qui il demanda si elle avait entendu parler d'Hitler et des dirigeants nazis depuis la fin de la guerre. Elle répondit qu'elle n'avait pas eu le temps de se renseigner, que ces choses ne l'intéressaient plus, et la guerre s'était terminée à peine 16 mois auparavant. Le philosophe Karl Jaspers, qui avait survécu au régime en cachant sa femme juive à Heidelberg, a tenté une taxonomie de la culpabilité dans son essai « La question de la culpabilité allemande », publié en 1946. Il distinguait la culpabilité criminelle de ceux qui avaient commis des crimes directs, la culpabilité politique de ceux qui avaient habité et soutenu cet État, la culpabilité morale de ceux qui avaient détourné le regard, gardé le silence, acquiescé de la tête, et ce qu'il appelait la culpabilité métaphysique. La responsabilité universelle que les êtres humains partagent lorsqu'ils laissent se produire des crimes auxquels ils auraient pu s'opposer. C'était une construction philosophique rigoureuse. Le problème est que ces catégories mineures, la culpabilité morale et la culpabilité métaphysique, étaient précisément celles qui concernaient la majorité des Allemands ordinaires que le processus de dénazification ne pouvait ni ne prétendait juger. Le journaliste américain Saul K. Padover, qui a travaillé comme officier du renseignement psychologique pour l'armée américaine pendant l'avancée vers l'Allemagne, a noté dans ses mémoires une remarque qui est devenue célèbre. « Ce qui m'inquiète, c'est de savoir où trouver un nazi. Évidemment, il n'y a pas de nazis parmi les nazis. » Dans chaque ville qu'il visitait pendant l'avancée de 1945, il interrogeait des civils allemands. Tous avaient voté contre Hitler à l'époque, tous avaient résisté en privé. Personne ne semblait avoir soutenu quoi que ce soit. La statistique surhumaine qui ressortait de ces déclarations était mathématiquement impossible et psychologiquement compréhensible. L'écrivaine et journaliste Margaret Boveri, qui a vécu toute cette période à Berlin et l'a consignée dans ses journaux intimes, a analysé le phénomène avec plus de sérénité que Padover. Ce n'était pas nécessairement de l'hypocrisie. C'était le résultat du fait que le régime avait conçu ces structures de participation précisément pour rendre la complicité indiscernable de la vie quotidienne. Payer des impôts, c'était soutenir l'État. Envoyer ses enfants aux jeunesses hitlériennes était à la fois obligatoire et apparemment inoffensif. Acheter dans un magasin qui avait appartenu à un juif, c'était profiter de l'expropriation. Le régime avait construit la culpabilité collective comme sa plus grande garantie de survie. Dans la zone soviétique, la dénazification a suivi une voie différente. Elle n'était pas plus honnête, elle fut plus radicale dans ses purges, mais tout aussi sélective dans ses silences. Les soviétiques voulaient construire un État socialiste sur les ruines du Troisième Reich, et pour cela, ils devaient éliminer non seulement les nazis, mais aussi toute classe sociale susceptible de représenter une alternative au pouvoir. La noblesse Junker de l'Est de l'Elbe, la bourgeoisie industrielle, les grands propriétaires terriens, les magistrats, les journalistes indépendants. Les grandes propriétés de plus de 100 hectares ont été confisquées à l'automne 1945. Les manoirs seigneuriaux qui formaient le cœur des villages de l'Allemagne de l'Est ont été démolis ou transformés en cliniques et en maisons de retraite. Dans le Mecklembourg, considéré comme la région la plus féodale d'Allemagne, 30 familles nobles ont été anéanties en bloc par des suicides en chaîne ou des exécutions. Une étude portant sur un échantillon de moins de 9000 propriétaires terriens Junkers a montré que sur les quelques 2000 survivants en mai 1945, 500 autres sont morts en détention et 500 autres se sont donné la mort. Les Spätzlager, les camps spéciaux soviétiques installés dans les anciens camps nazis de Sachsenhausen et de Buchenwald, ont fonctionné jusqu'au début des années 1950. Les estimations les plus fiables indiquent que sur les plus de 120 000 Allemands qui y sont passés, près de 43 000 sont morts. Les fosses communes découvertes des décennies plus tard à Sachsenhausen contenaient environ 12 500 corps. La plupart étaient morts de faim ou de maladie.
Environ 35 à 40 détenus mouraient chaque jour durant l'hiver 1946 à 1947. Cependant, en termes de purge politique de l'appareil judiciaire, la zone soviétique fut plus exhaustive que la zone occidentale. En 1950, sur les 1000 juges en exercice en République démocratique allemande, un seul avait été membre du NSDAP. Le contraste avec les 80% de la magistrature occidentale était difficile à ignorer. Le prix de cette plus grande pureté formelle fut le remplacement d'un système d'injustice par un autre. Les nouveaux juges de la RDA, formés à la hâte à la jurisprudence marxiste, n'étaient pas plus impartiaux que leurs prédécesseurs nazis. Ils servaient simplement une idéologie différente. Les camps soviétiques en Allemagne de l'Est n'ont pas disparu avec la fin du processus formel de dénazification. Ils sont restés un outil de contrôle politique jusqu'au début des années 1950. D'où vient le chiffre des 30 millions de nazis? Les 8,5 millions de membres du NSDAP constituent un point de départ documenté. Les 25 millions du Front allemand du travail, les 17 millions de l'Organisation nationale pour le bien-être du peuple, les millions des jeunesses hitlériennes, de la Ligue des femmes nationales socialistes, de la Ligue des médecins du Reich, de la Ligue des enseignants. Les études les plus citées évoquent jusqu'à 45 millions d'Allemands impliqués d'une manière ou d'une autre dans les structures du régime. Tous n'étaient pas nazis au sens idéologique du terme. Mais tous avaient été les instruments d'un État qui a assassiné 6 millions de Juifs, 3 millions de prisonniers de guerre et d'os soviétiques, des centaines de milliers de Polonais, de Roms, de personnes handicapées, d'homosexuels et de dissidents. L'historienne Mary Fulbrook a souligné que le grand dilemme de l'Allemagne d'après-guerre était la difficulté d'attribuer une responsabilité individuelle dans un système conçu pour la répartir et la diluer. Le boucher qui livrait la viande au camp, le cheminot qui conduisait le train, le comptable qui enregistrait les recettes des biens confisqués, le médecin qui signait les certificats de décès, le gardien qui ouvrait la porte. Chacun pouvait pointer du doigt un autre. Personne n'avait à appuyer sur la gâchette s'il existait un système suffisamment complexe pour répartir l'action et atomiser la responsabilité. La philosophe Hannah Arendt a couvert le procès d'Eichmann pour le magazine The New Yorker et a publié en 1963 son analyse dans le livre Eichmann à Jérusalem, un rapport sur la banalité du mal. La thèse centrale était troublante. Adolf Eichmann n'était pas un monstre. C'était un bureaucrate médiocre, ambitieux, qui n'avait jamais sérieusement réfléchi aux conséquences morales de ses actes. Il exécutait des ordres, il traitait des dossiers, il organisait la logistique. L'horreur n'avait pas besoin de monstres, elle avait besoin de fonctionnaires efficaces qui avaient appris à ne pas regarder là où ils ne devaient pas. La phrase qui a suscité le plus de controverses était aussi la plus juste. La banalité du mal. Que le plus grand crime de l'histoire moderne ait été commis non pas par une horde de démons, mais par une bureaucratie ordinaire. Le psychologue Stanley Milgram a mené, entre 1961 et 1962, exactement pendant les mois où le procès d'Eichmann se déroulait à Jérusalem, ses célèbres expériences sur l'obéissance à l'autorité à l'université de Yale. Les résultats ont montré qu'environ 65% des participants, des personnes normales sans aucun trouble de la personnalité, étaient capables d'administrer des décharges électriques potentiellement mortelles à un sujet si une figure d'autorité leur demandait de le faire. Milgram n'a pas mentionné Eichmann dans la publication originale de ces résultats. Ce n'était pas nécessaire. Le 1er décembre 1963, le procureur général de Hesse, Fritz Bauer, a ouvert le procès d'Auschwitz à Francfort-sur-le-Main. 22 accusés. Tous avaient travaillé dans le camp d'extermination. Aucun d'entre eux n'avait été condamné auparavant. Tous avaient vécu pendant 16 ans dans la Nouvelle-Allemagne, avec des emplois, des familles et des domiciles connus. Fritz Bauer était un homme singulier dans le paysage judiciaire allemand des années 60. Il était juif. Il avait émigré après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, avait passé des années au Danemark et en Suède et était revenu en Allemagne en 1949, convaincu que son devoir était précisément celui-là, revenir et agir de l'intérieur. Ses collègues du parquet le regardaient avec un mélange de respect distant et de malaise. C'est lui qui avait fourni au Mossad israélien des informations sur la localisation d'Eichmann à Buenos Aires.
car il savait que les tribunaux allemands ne le jugeraient pas. Et c'est lui qui, en 1963, réussit à ouvrir le procès le plus important auquel la justice ouest-allemande avait été confrontée depuis les procès de Nuremberg. Le procès dura plus de 20 mois. Les témoignages des survivants furent au cœur du procès. Des centaines de témoins déclarèrent ce qu'ils avaient vu, ce qu'on leur avait fait, et les noms de ceux qui l'avaient fait. Auschwitz cessa d'être un nom abstrait dans les gros titres pour devenir quelque chose avec des visages, des voix et des gestes spécifiques. Les verdicts, rendus en août 1965, ont suscité l'indignation parmi les survivants et leurs familles. 6 condamnations à la prison à perpétuité, 11 peines d'emprisonnement allant de 3 à 14 ans, 3 acquittements. Pour des hommes qui avaient participé à l'administration d'un camp qui avait assassiné plus d'1 million de personnes, les peines semblaient disproportionnées par rapport à l'ampleur du crime. Le journaliste et écrivain allemand Peter Schneider, qui avait 22 ans lorsque le procès a commencé, a écrit des décennies plus tard que ce procès avait marqué le moment où sa génération avait commencé à comprendre que l'histoire n'était pas un pays étranger. C'était la maison de ses parents. Entre 1950 et 1960, la République fédérale d'Allemagne a connu ce qu'on a appelé le Wirtschaftswunder, le miracle économique. Des villes en ruine se sont transformées en centres industriels modernes. Le chômage est tombé à des niveaux minimaux. Les Allemands ont acheté leur premier téléviseur, leur première voiture particulière. L'architecte de ce miracle était Ludwig Erhard, l'économiste qui avait conçu la réforme monétaire de 1948 qui mit en circulation le mark allemand et abolit d'un seul coup le système de rationnement. Erhard était célèbre pour sa confiance absolue dans le mécanisme du marché libre. Lorsque les conseillers américains l'ont averti en juin 1948 que ces mesures constituaient une terrible erreur, il a répondu « Herr Général, ne les écoutez pas. Mes propres conseillers me disent la même chose. » Il avait raison. Le lendemain, les vitrines des magasins se sont remplies de marchandises qui avaient été cachées pendant des mois. Dans ce contexte de prospérité accélérée, le passé devint quelque chose qu'il fallait gérer et non affronter. L'antinazisme devint la norme officielle. Le nazisme actif fut déclaré inacceptable, mais l'univers gris de ceux qui avaient participé sans enthousiasme, obéi sans poser de questions, gardé le silence sans protester, fut en grande partie absorbé par la nouvelle Allemagne sans qu'on leur demande trop de comptes. Le chancelier Adenauer l'a exprimé avec une franchise que ses conseillers ont tenté d'adoucir. Nous ne pouvons pas construire un État avec des personnes qui n'ont pas été touchées d'aucune manière par le passé. Nous n'en avons pas. C'était vrai. Et c'était aussi l'acceptation d'une limite morale avec laquelle la nouvelle République démocratique a appris à vivre. La nouvelle Allemagne redécouvrit Goethe, Schiller, Bach et Beethoven. Elle se réinventa en tant que peuple de culture. Dans les salles de classe, les enseignants expliquaient que le nazisme avait été une aberration issue des pulsions les plus sombres de l'histoire humaine et non le résultat logique de décennies de politique intérieure allemande. L'expression « l'heure zéro », Die Stunde Null, est devenue une métaphore officielle. L'histoire recommençait à zéro en mai 1945. Ce qui avait précédé, c'était un autre pays. C'est ce que croyaient les Allemands et aussi, pour la plupart, les Alliés qui avaient besoin d'un partenaire stable en Europe occidentale face à la menace soviétique. Parmi les cas qui illustrent le mieux cette continuité silencieuse, peu sont aussi effrayants que celui de Werner Heide. Heide était le principal organisateur du programme d'euthanasie nazi, connu sous le nom de T4, qui, entre 1939 et 1941, a assassiné plus de 70 000 personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux dans des installations spécialement conçues à cet effet. Il s'agissait, en substance, de la répétition générale de l'Holocauste, le même mécanisme de sélection bureaucratique, le même recours au gaz comme méthode d'exécution, les mêmes fonctionnaires qui seraient ensuite transférés vers les camps de l'Est. Après la guerre, Heide se cacha dans le Schleswig-Holstein sous le nom de Fritz Sawad et exerça la médecine. Non pas en tant que simple employé d'hôpital, mais en tant qu'expert médico-légal auprès des tribunaux et des services de retraite de l'État du Land. Il signa des certificats médicaux utilisés dans des affaires judiciaires officielles. Ses confrères et ses employeurs savaient qui il était. Personne n'a parlé.
Il n'a été identifié et arrêté qu'en 1959, 14 ans après la fin de la guerre. Il s'est suicidé avant que son procès ne commence en 1964. L'affaire Heide n'était pas une anomalie. Elle était la partie émergée d'un phénomène généralisé. Le médecin Hans Eisele, qui avait mené des expériences mortelles à Dachau et à Buchenwald, s'est enfui en Égypte en 1958 alors qu'il était sur le point d'être arrêté et y a vécu le reste de sa vie sous la protection du gouvernement de Nasser. Le directeur du programme d'euthanasie des enfants, Hans Heinz, fut brièvement poursuivi mais libéré et reprit sa carrière de psychiatre. Le psychiatre Karl Schneider, qui avait sélectionné des malades mentaux pour qu'ils soient assassinés, se suicida en 1946, juste avant d'être jugé. Ses collègues, qui avaient participé à des activités similaires mais plus discrètes, continuèrent d'exercer pendant des décennies. En 2011, un tribunal de Munich a condamné John Demjanjuk à 5 ans de prison pour complicité dans le meurtre de 28 060 juifs au camp d'extermination de Sobibor. Demjanjuk était âgé de 91 ans. Né en Ukraine, il avait servi comme gardien dans plusieurs camps d'extermination nazis et avait émigré aux États-Unis après la guerre, où il a travaillé comme mécanicien à Cleveland et élevé sa famille dans une apparente normalité pendant des décennies. Il a été extradé vers l'Allemagne en 2009. Il est décédé avant que le jugement ne soit définitif. La nouveauté juridique de l'affaire Demjanjuk était cruciale. Les procureurs allemands ont fait valoir, et le tribunal a accepté, que le simple fait d'avoir servi comme gardien dans un camp d'extermination rendait une personne complice du meurtre, indépendamment de la possibilité de prouver qu'elle avait directement tué quelqu'un. C'était un critère qui, s'il avait été appliqué en 1945, aurait impliqué des dizaines de milliers de personnes. En 2011, la plupart des responsables étant déjà décédés, cette décision arrivait avec 70 ans de retard. En 2015, Oskar Gröning, surnommé le comptable d'Auschwitz, parce qu'il comptait l'argent confisqué aux prisonniers arrivant au camp pour l'envoyer à Berlin, a été condamné à 4 ans de prison par le tribunal de Lunebourg. Il avait 93 ans. Au procès, Gröning a fait une déclarativité quelque peu inhabituelle. Il a admis sans réserve sa responsabilité morale. Il a dit que ce qui s'était passé à Auschwitz était un crime, qu'il avait pris part à ce crime, qu'il n'avait pas eu le courage de refuser d'y participer, que cela ne l'exonérait pas. Ce fut la déclaration la plus honnête qu'un ancien membre de l'appareil nazi ait faite devant un tribunal allemand en 70 ans de procès. Il est mort avant d'entrer en prison. En 2021, un tribunal allemand a condamné une femme de 96 ans, Irmgard Fürchner, qui avait travaillé comme secrétaire au camp de concentration de Stutthof entre 1943 et 1945. La défense a fait valoir qu'une secrétaire ne pouvait être considérée comme complice du meurtre de plus de 11 000 personnes. Le tribunal l'a condamnée. Ces procès ont lieu alors que les personnes impliquées ont 90 ans et que l'histoire en a 70. C'est une justice tardive. C'est aussi la preuve que le système ne peut être jugé que lorsqu'il ne peut plus se défendre. Dans les années 60 et 70, une nouvelle génération d'Allemands a commencé à poser les questions que leurs parents avaient évitées. Ce phénomène a trouvé un catalyseur politique dans les manifestations de 1968, où les étudiants universitaires allemands ont confronté leurs professeurs et leurs propres parents à des questions directes sur ce qu'ils avaient fait entre 1933 et 1945. De nombreux adultes d'âge mûr dans l'Allemagne de 1968 avaient grandi sous le Troisième Reich, avaient servi dans l'armée, avaient été membres des jeunesses hitlériennes. Les questions de leurs enfants les mettaient dans une position inconfortable que beaucoup refusaient tout simplement d'occuper. L'écrivaine Christa Wolf, qui avait grandi dans l'Allemagne nazie puis vécu en Allemagne de l'Est, a exploré ce terrain dans son roman Kindheitsmuster, modèle d'enfance, publié en 1976. Le livre raconte le parcours d'une femme qui tente de reconstituer ce qu'elle pensait et comment elle vivait lorsqu'elle était enfant sous le nazisme. L'honnêteté de ce livre était déstabilisante car elle montrait non pas un monstre, mais une petite fille normale qui absorbait l'idéologie de son environnement comme n'importe quel enfant absorbe les valeurs du monde dans lequel il naît.
Sur le plan clinique, les psychologues Alexander et Margaret Mitscherlich ont publié en 1967 leur analyse intitulée « L'incapacité au deuil », qui est devenue l'un des livres les plus influents de la République fédérale. Leur thèse était que les Allemands n'avaient pas pu faire le deuil du nazisme, car cela aurait nécessité d'admettre l'attachement émotionnel que beaucoup avaient éprouvé pour Hitler et le régime. Pour éviter cet aveu douloureux, ils avaient développé une sorte d'anesthésie collective qui leur permettait de fonctionner normalement sans faire le travail de mémoire sur le passé. La deuxième génération d'Allemands, ceux nés entre 1945 et 1960, a construit son identité en grande partie sur le rejet de ce silence. Beaucoup sont devenus historiens, journalistes, artistes et politiciens qui ont fait de la confrontation avec le passé nazi le cœur de leur travail. L'Allemagne est paradoxalement devenue l'un des pays qui a examiné avec le plus de rigueur ses propres crimes historiques. L'Holocauste dispose aujourd'hui à Berlin d'un mémorial central, le Mémorial aux Juifs d'Europe assassinés, inauguré en 2005, qui occupe 19 000 mètres carrés au cœur de la capitale. Sur les trottoirs de tout le pays sont incrustées de petites plaques de laiton, les Stolpersteine ou pierres d'achoppement, portant les noms de victimes du nazisme devant les bâtiments où elles ont vécu. Il y en a plus de 100 000 répartis dans 2000 villes à travers l'Europe. Il existe une dimension de l'histoire des 30 millions de victimes que les procès, par définition, ne pouvaient pas atteindre. L'historien Christopher Browning a publié en 1992 son livre « Ordinary Men », consacré au 101e bataillon de réserve de la police d'ordre allemande. Il s'agissait d'une unité composée de policiers ordinaires et non de SS idéologiques. L'âge moyen de ses membres, en 1942, était de 39 ans. Beaucoup étaient mariés, pères de famille, ouvriers et employés à Hambourg dans les années 1930. Ils n'avaient pas été spécialement formés pour tuer. À l'été 1942, sous les ordres du major Wilhelm Trapp, ce bataillon d'hommes sans aucun antécédent de violence a assassiné environ 38 000 juifs polonais et en a déporté 45 000 autres vers les camps d'extermination. Le major Trapp a donné à ces hommes la possibilité de se retirer avant la première exécution massive. Seule une douzaine l'a fait. Le livre de Browning est troublant car il démontre que la participation à l'Holocauste n'exigeait ni le fanatisme idéologique des dirigeants du parti, ni la mentalité particulièrement perverse des gardes SS. Elle exigeait la disposition ordinaire d'hommes ordinaires à obéir aux ordres dans un contexte où la désobéissance n'entraînait pas de conséquences graves, mais s'avérait socialement gênante. Lors du procès de Nuremberg, lors des procès secondaires, devant les Spruchkammern, devant les tribunaux allemands qui ont fonctionné jusque dans les années 80 et 90, tous ces hommes ordinaires qui avaient tiré, creusé, chargé, fouillé, marqué, trié et transporté les victimes étaient dispersés dans la société. Ils vivaient dans des maisons à Hambourg, Francfort, Munich, Cologne. Ils vendaient des chaussures, enseignaient les mathématiques, géraient des ateliers de réparation. La justice n'en a rattrapé qu'une infime partie. La plupart sont morts dans leur lit. En 1950, le gouvernement autrichien a créé le fonds d'indemnisation des anciens prisonniers politiques du régime nazi. Les survivants pouvaient demander des indemnités. La procédure était bureaucratiquement lourde et émotionnellement épuisante. De nombreux survivants qui avaient perdu toute leur famille, leurs biens, leurs années, leur santé, devaient remplir des formulaires en 4 exemplaires et attendre une réponse pendant des mois, voire des années. En Allemagne de l'Ouest, les réparations aux victimes juives ont été négociées directement avec l'État d'Israël par le biais de l'accord de Luxembourg de 1952. Israël a reçu 3 milliards de marks allemands en biens et services. Les survivants pouvaient demander des versements individuels qui, selon le type de persécution subie, allaient de montants symboliques à des pensions plus substantielles. Les nazis, qui avaient été fonctionnaires de l'État, percevaient régulièrement leur pension de retraite. Heinrich Lübke, qui fut président de la République fédérale d'Allemagne de 1959 à 1969, avait travaillé pendant la guerre à la construction d'installations militaires pour lesquelles on avait eu recours à une main-d'œuvre esclave. Les documents prouvant son implication ont été publiés par la presse allemande en 1966. L'enquête menée par l'Occident a conclu qu'il avait joué le rôle d'architecte et non celui d'administrateur des camps. Il a terminé son mandat.
Le maréchal Erich von Manstein, condamné par un tribunal britannique en 1949 à 18 ans de prison, fut libéré en 1952. Il mourut dans son lit en 1973, ayant eu le temps de rédiger ses mémoires militaires, qui devinrent des ouvrages de référence dans les académies militaires de plusieurs pays de l'OTAN. Sepp Dietrich, condamné à 25 ans de prison par le tribunal de Dachau pour sa responsabilité dans le massacre de Malmedy, fut libéré en 1955. Il mourut en 1966 avec tous les honneurs dus à un ancien combattant. Jochen Peiper, l'officier directement responsable de Malmedy, a purgé des années de prison, a été libéré, a travaillé chez Ferrari comme traducteur technique à Stuttgart, puis s'est installé dans une maison à Travès, dans le département français de la Haute-Saône. Ce qu'il ignorait, c'est que ses voisins savaient qui il était. Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1976, à la veille du 14 juillet, sa maison a été incendiée. Il est mort dans l'incendie. Il n'y a eu aucune condamnation. La question de savoir ce qu'il est advenu des 30 millions de nazis après la guerre a une réponse que l'historiographie a mis des décennies à formuler clairement. La plupart ont continué à vivre. Certains ont été exécutés. 12 à Nuremberg, plus des centaines lors des procès menés par les différents alliés. Certains ont été emprisonnés pendant des années, puis libérés. Certains se sont enfuis et se sont construits une nouvelle identité sous d'autres noms et sur d'autres continents. Certains ont été recrutés par les services de renseignement américains ou soviétiques, qui ont trouvé plus de valeur dans leur expérience technique ou opérationnelle que dans leur passé criminel. Et la grande majorité, l'immense majorité qui n'avait jamais appuyé sur la gâchette ni signé d'ordre d'expulsion, mais qui avait vécu dans cet état, payé ses impôts, lu ses journaux, envoyé ses enfants dans ses écoles et voté pour ses partis, cette majorité qui avoisinait les 30 ou 40 millions de personnes selon la définition que l'on donne de la complicité, a simplement continué. Ce qui distingue l'Allemagne de nombreux autres pays ayant connu des épisodes de terreur et de complicité collective, c'est qu'elle a fini par choisir de regarder. Pas parfaitement, pas sans résistance, pas sans zone d'ombre qui persistent encore aujourd'hui. Mais elle l'a fait. Les procès de Francfort dans les années 60, le débat sur le passé nazi de la Bundeswehr dans les années 70, la controverse Waldheim qui a contraint l'Autriche à abandonner son mythe de victime, la prolifération de mémoriaux, de musées, de programmes éducatifs, de lois criminalisant la négation de l'Holocauste. La question que ces 30 millions laissent en suspens n'est pas principalement une question historique. C'est une question sur la nature du mal ordinaire. Sur jusqu'où peut aller une personne raisonnable, bien nourrie, avec des enfants qu'elle aime, lorsque l'état dans lequel elle vit décide que certains êtres humains ne méritent pas le statut de personne. Et sur ce que fait une société lorsque cet état s'effondre et que les fondations du monde quotidien s'avèrent avoir été construites sur des os, ces 30 millions de personnes n'ont pas disparu. Elles sont devenues les parents et les grands-parents de la nouvelle Europe. Et ce qu'elles ont fait de ce passé, si elles l'ont tué ou si elles l'ont raconté, si elles ont fait semblant ou si elles l'ont affronté, si elles l'ont enseigné ou si elles l'ont passé sous silence, définit en partie ce qu'est encore l'Europe aujourd'hui. L'écrivain Heinrich Böll, qui avait combattu dans la Wehrmacht et survécu pour devenir la conscience littéraire de la nouvelle Allemagne, a dit un jour que le passé ne passe pas, qu'il ne fait que s'enfoncer sous la surface, que le travail d'une génération consiste à le ramener à la lumière pour que la suivante n'ait pas à vivre dessus sans savoir sur quoi elle marche. Les derniers jugements du XXIe siècle, des nonagénaires jugés pour des crimes commis 70 ans auparavant, confirment que ce travail n'est jamais tout à fait terminé. Et c'est peut-être mieux ainsi.